Pourquoi tu souffres? Non, vraiment, pourquoi toi, avec ta vie, tes circonstances, pourquoi tu souffres? Et tu sais, c'est quoi le plus fou? C'est qu'on passe notre vie à fuir la souffrance. Et c'est exactement cette fuite qui la rend permanente. Et ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la souffrance n'est pas une punition divine. C'est pas une illusion spirituelle. Ce n'est même pas vraiment la douleur. Car la souffrance, si tu veux, c'est un rétrécissement du champ des possibilités. C'est quand ton point de conscience devient si étroit que tu ne vois plus d'options viables. Et dans les prochaines secondes, tu vas découvrir exactement pourquoi tu souffres et surtout comment dissoudre cette souffrance. Donc si tu es prêt à changer ta relation avec la souffrance, cette vidéo peut changer ta vie. On va d'abord mettre en place les fondations et je vais partager mon écran. Car comme je le dis d'habitude, pour construire haut, il faut avoir de solides fondations. Donc là, hop, tu vois mon écran. Et toi qui es là, fais-toi une faveur. S'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. C'est la première chose que tu puisses faire. Et deux, il y a un truc à savoir, c'est que la connaissance, le savoir, sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, c'est des choses qui résonnent avec toi, intègre-les. Et d'ailleurs, tu vas avoir l'opportunité d'intégrer d'ici la fin de cette vidéo. Donc, on va mettre en place ces fondations, comme tu peux le voir. On a ce petit document avec des emojis. Et ces emojis, évidemment, font référence à ce qu'on va voir ensemble. Donc, au niveau des fondations, mon intention avec cette vidéo, c'est d'explorer le sujet de la souffrance d'une manière non binaire, mais spectrale, de ne pas voir donc les choses en noir ou blanc, mais en palette de nuances. Voilà comment on peut avoir les choses. Car celui, il y a un principe fondamental, toute vérité métaphysique qui invalide l'expérience humaine, au final, elle est incomplète. Et ouais, car il ne s'agit pas de fuir l'expérience humaine. Ça, c'est du bypass spirituel. Car au final, ce que tu ressens, c'est réel. T'es pas faible de ressentir la souffrance. Non, rien dans ce que tu vis n'est à minimiser, ni d'ailleurs à dramatiser. Et c'est pour ça que beaucoup de discours spirituels sur la souffrance échouent, entre guillemets, car voilà, quand on parle de souffrance, l'humain cherche du sens, même un échappatoire, parfois, et presque toujours, il tombe dans l'un des deux. Je dirais l'un des deux pièges qu'on va voir ensemble. Donc d'un côté, c'est que la souffrance est une épreuve, une punition, un test de Dieu, du divin. De l'autre, que en fait la souffrance n'existe pas. Tout est une illusion. Et voilà le blême, c'est que les deux approches ratent les choses essentielles. Qui est pour moi, aucune des deux n'est vraiment quelqu'un qui souffre au final. Et ouais, par exemple, la première approche, la souffrance est une punition, slash une épreuve, un test du divin, de l'univers. Ce discours, il tente de rendre la souffrance supportable. Voilà comment on pourrait voir les choses. Lui donner une fonction morale, de maintenir l'idée d'un monde juste, mais voilà le truc. Il moralise l'événement alors que l'univers est neutre. Et ouais, il culpabilise même la victime parfois. Il transforme la douleur en devoir spirituel, par exemple. Je sais pas, une mère qui perd son enfant n'a pas échoué une leçon. Un gosse malade n'a pas choisi une épreuve. Donc ce discours, en fait, c'est comme s'il écrasait l'expérience humaine. Voilà comment on peut voir les choses. Et la deuxième approche, qui est la souffrance n'existe pas, c'est une illusion. Si c'est vrai d'un point de vue absolu de la conscience illimitée, même du point de vue de la non-dualité pure, hein, mais d'un point de vue de l'expérience humaine, c'est faux. Au final, si tu souffres, les gens vont dire par exemple, voilà, si tu souffres, c'est que t'as pas compris la life. Ou, voilà, t'es pas encore éveillé, frère. Frère, t'es pas éveillé, c'est pour ça que tu souffres. Ça nie le vécu réel. Si tu viens de perdre, par exemple, un proche, la douleur, je sais pas, c'est pas une illusion. Et dire à quelqu'un qui souffre, ça n'existe pas, c'est que dans ta tête, franchement, c'est limite l'insulter énergétiquement. Voilà comment on pourrait dire les choses. Au final, la vraie non-dualité inclut l'humain. Pour moi, comment je vois les choses, ce n'est pas parce que la souffrance n'est pas absolue qu'elle n'est pas réelle. Et au final, rien n'est une coïncidence. Donc si la souffrance n'est pas une erreur de la nature, elle est là pour permettre quelque chose. Et pour moi, je le vois comme elle est là pour permettre l'incarnation humaine, l'expérience et l'intégration à travers de la limitation. Et voilà le vrai problème commun donc aux deux approches. L'un sacralise la souffrance et l'autre la nie.
Donc les deux cassent l'intégrité de l'expérience humaine. Et ouais, voilà comment je vois les choses. La souffrance n'est ni c'est une punition ni une illusion. C'est une contraction de la conscience vécue d'un point de perception limité. Si elle est réelle dans l'expérience, mais pas absolue au niveau de l'être. Et pour comprendre ça, il faut capter comment la réalité se manifeste. Donc il y a trois plans d'existence. Il y a le plan spirituel, qu'on appelle également la 5D, qui est le champ infini de toutes les possibilités. Ici, c'est l'unité totale. Ensuite, on a le plan 4D, donc on appelle également le plan mental. Ici, c'est le plan causal, c'est le monde de la cause, c'est ce qui structure le champ 5D et qui détermine quelle réalité sera explorée. Ensuite, troisièmement, on a donc la réalité 3D, le plan physique, le plan de l'effet, du tangible, de la matière, le monde comme tu le connais, voilà ce que tu peux toucher. Et ce plan-là, donc ce plan 3D, ce qu'il fait, il ne crée rien. Il reflète comme un miroir ce qui a été, on pourrait dire, sélectionné ou créé dans les plans supérieurs. Donc si tu veux, la 5D, elle crée tout, et la 4D, elle sélectionne, et la 3D ne fait refléter comme un miroir. Elle ne crée rien. Donc, chaque plan est comme une fractale holographique du plan supérieur. C'est comme si en fait tu avais voilà, trois poupées russes. Donc tu as le plan 5D, et à l'intérieur tu as une autre poupée russe qui est le plan 4D, et à l'intérieur tu as une autre poupée russe qui est donc la 3D. Et si tu veux, donc en 3D, donc la réalité physique, comme la plupart la connaissent, le monde du tangible, la douleur elle est factuelle, la souffrance elle est réelle. Si tu perds quelqu'un, c'est réel. Donc la peur également, elle est réelle à ce niveau-là. Si tu perds, par exemple, je sais pas, un enfant, tu as un cancer, tu te fais tirer dessus, tu vis la pauvreté, te dire que tu ne souffres pas, c'est une insulte. C'est une insulte, tu sens clairement la souffrance. En 3D, la souffrance existe. Point. En 4D, la souffrance, si tu veux, devient une interprétation. La douleur devient souffrance, si tu veux, quand elle est racontée, quand il y a une narration, quand elle est interprétée, quand elle est, si tu veux, prolongée dans le temps, quand elle est fusionnée à l'identité. Par exemple, tu te retrouves à dire, voilà, ça ne devrait pas arriver, ça veut dire que je suis maudit, si ça m'est arrivé, ma vie, elle est finie. Donc, la 4D, si tu veux, elle transforme un événement en histoire. Ici, la souffrance, elle est mentale, hein. Mentale, émotionnelle et temporelle. Donc, elle est, voilà. Voilà comment on pourrait le voir au niveau de la 4D. Et donc, au niveau de la 5D, la souffrance n'existe plus comme identité. Si tu veux, elle est observée, mais sans fusion. Elle existe comme une information pure. D'accord? Au final, c'est même plus vraiment un concept à ce niveau, la souffrance. C'est une vibration. Donc, en fait, elle n'existe même plus comme identité. Donc, la 5D, c'est pas qu'elle nie la 3D, mais si tu veux, elle ne se confond pas avec la 4D. Tu vois? Ici, c'est vraiment le monde de l'unité totale. Donc, la souffrance, c'est vraiment comme une information. Il n'y a même pas vraiment ce concept, si tu veux, à ce niveau-là, de souffrance. Et d'ailleurs, on va en parler beaucoup plus en détail aujourd'hui. T'as pas idée à quel point on va aller super profond. Ça va être quelque chose aujourd'hui. Donc, si tu veux, la souffrance au niveau de la 5D, donc elle est réelle, mais comme en tant qu'information. Voilà comment pour avoir les choses. D'accord? Donc la souffrance, elle est réelle pour toi qui la traverse, mais elle n'est pas absolue dans la conscience qui l'observe. Voilà une manière un peu poétique de dire les choses. Donc au final, la souffrance n'est jamais perçue brute. Ça, c'est une chose à savoir. Elle est toujours filtrée par ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées, ton attention, ton intention. Donc la souffrance n'est pas forcément ce qui est vu, c'est la manière dont ce qui est vu est filtré par ton fil de perception. Et maintenant, voilà la mécanique. Donc la souffrance, si elle apparaît quand la conscience se contracte au point de ne plus percevoir d'alternative. Plus précisément, le point de perception conclut un truc du genre, voilà, il n'existe aucune option viable. C'est un champ d'effondrement du champ des possibles. Et ouais. Donc quand quelqu'un souffre, il se dit, de manière voilà, consciente ou inconsciente, je n'ai pas le choix, j'ai plus le choix. La souffrance n'est quand quelqu'un, si tu veux, ne perçoit aucune option viable ou possible. C'est l'expérience d'un monde où aucune sortie n'est ressentie comme possible. C'est comme si voilà, le champ des options possibles se contracte. Pour précision, hein, les options, c'est pas qu'elles sont fermées, mais elles sont hors champ, comme entre guillemets hors champ de vision.
d'accord? Et je parle pas vraiment de vision avec les yeux, d'accord? Mais plutôt vision interne. Donc ton point de conscience ne te permet pas depuis ce rétrécissement de les percevoir. Voilà comment on peut voir les choses. Et voilà pourquoi, quand la conscience se contracte, ben, la personne ne peut que percevoir au final ce qui est cohérent avec son état vibratoire du moment. Et ouais, donc c'est comme si toute autre option devient invisible à son œil de perception. Et ouais, donc la souffrance, ce n'est pas l'absence d'options, c'est l'incapacité momentanée à les percevoir. Donc ton champ d'options est devenu voilà, comme microscopique, limite. D'accord. C'est comme si ton monde est devenu sans essuie-viable. Tu te dis, voilà, quoi que je fasse, je perds. Par exemple, rester dans une relation toxique, pour toi, c'est égal mourir intérieurement, mais partir de cette relation, c'est perdre l'amour, perdre ta sécurité, peut-être même perdre ton identité. Et ouais, donc même peut-être perdre un confort, entre guillemets. Donc toutes les options disponibles détruisent quelque chose d'essentiel. C'est comme un choix impossible. Et tant que ce paradoxe, si tu veux, il est actif, le champ des possibles se ferme. Et bam, la souffrance apparaît. Et ouais. Et voilà pourquoi le mental ne peut pas résoudre, entre guillemets, un champ impossible, si le mental fonctionne par comparaison, par optimisation, décision, mais un choix impossible n'est pas vraiment un problème à résoudre, c'est une impasse ontologique. Donc on pourrait dire, voilà, une impasse identitaire. Donc pourquoi? Parce qu'au final, toute décision prise depuis l'identité renforce l'impasse. Et ouais, parce que, si tu veux, elle valide une règle implicite du genre, voilà, je dois être quelqu'un pour que l'existence soit viable. Et ouais, et ça c'est grave profond. Par exemple, quand quelqu'un souffre dans son job, quelqu'un a un taf, mais il souffre, ben, la décision prise depuis peut-être cette identité, c'est voilà, je suis quelqu'un qui est réussi, mais seulement en bossant dans une grosse boîte. D'accord? Donc voilà ce que ça renforce, et ça c'est souvent invisible. Donc rester dans ce taf, je souffre, mais je suis quelqu'un qui réussit. D'accord? Partir, c'est ok, je dois quitter ce job, et limite en trouver voilà un meilleur, mais dans une grosse boîte. Tu vois le truc? Depuis ce point de perception, cette identité, tu vois, prise depuis cette identité, ben, cette personne ne voit pas les options comme voilà, monter sa propre boîte ou même bosser pour une boîte qui est petite, parce que pour lui, la condition de son identité, c'est voilà, je suis quelqu'un qui réussit, si qui bosse pour une grande boîte. Et ouais. Voilà, donc même s'il change de job, la même tension reviendra ailleurs, d'une manière ou d'une autre. Et ouais, parce que la règle identitaire, elle reste active. D'accord? Parce qu'au final, son existence dépend de sa réussite qui est de bosser dans une grande boîte. Et ouais. Donc, avant de passer à la section suivante et tout fracasser, et quand je te dis qu'on va tout fracasser, là je te dis, on va cuisiner, mais sévèrement. Donc, on va d'abord faire un petit récap, on va résumer donc son document, et ensuite, là ça va partir. Là, je te dis, accroche-toi. Donc, résumé. Hum, je tiens à préciser, hein. Il y aura probablement des fautes de frappe. Punition divine. Voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'on peut rajouter, ouais. Champ de perception. Tout du champ. Oui, possible. D'où d'ailleurs ça me fait penser, d'où pourquoi on a ce passage biblique qui est tellement clé, donc le Matthieu 6,22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Voilà, donc on parle ici de l'œil de perception. Donc quand il n'est pas en bon état, il est tellement contracté que si tu veux, ta 3D, elle n'est pas illuminée. Le corps ici, d'accord, dans ce verset biblique, fait référence à ta 3D. Donc c'est pour ça.
quand ton champ de perception est tellement réduit, tellement voilà, microscopique, que tu vois plus d'options possibles. Mais elles sont là, elles sont là. C'est juste que dans cet état vibratoire, tu ne les vois pas. Et ouais. Et c'est pour ça que ta fréquence détermine en grande partie ce que tu peux voir. D'où l'œil et la lampe du corps. Et ouais. Donc, revenons à nos moutons. Alors, c'est un effondrement du champ des possibles. Je pense qu'on est good. Ok. On va escasser. Hop, je vais corriger ça tranquillement. Et là, attention, 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 attention. Donc, on va scroller. Non, ça va. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc, la réalité n'est pas une simulation, mais un simulateur. Donc, si la souffrance n'est pas une punition ni une illusion, alors qu'est-ce que c'est? Donc, c'est là que je vais parler du modèle du simulateur. Donc, c'est là vraiment que on va aller vraiment, vraiment profond dans les choses. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, la source, donc, au niveau de la 5D, si tu veux, elle est illimitée. D'accord? Et ce qui est illimité ne peut pas avoir d'expérience. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et ouais. Donc la source, si tu veux, se limite à travers des points de perception localisés. Ces points de perception, c'est toi, c'est moi, c'est les autres. Et ouais. Donc, nous, on est des capteurs d'expérience. C'est comme si la source entrait dans un simulateur à travers nous pour avoir l'expérience d'elle-même. Et ouais. Donc, ce que tu appelles réalité, c'est comme un simulateur. On est un simulateur local pour la source, et nuance importante, je ne parle pas de simulation. Ou dans le modèle de la simulation, rien n'est réel. Voilà, parce que certains disent que la réalité est une simulation, c'est voilà la matrice, entre guillemets. Donc, que le monde est fake, qu'on ait des PNJ, donc des personnages non jouables, tout soit déjà calculé, manipulé, qu'on n'a pas de libre arbitre, mais c'est pas ça. La réalité est un simulateur d'expérience immersive. Le monde est réel. Il est tangible, d'accord? Ton expérience est réelle. Donc ta souffrance, elle aussi, elle est réelle. Donc quand on parle que la 3D est une illusion, d'ailleurs, c'est dans le sens du monde, moi, quand je dis que l'illusion est une 3D, c'est dans le sens que le monde que tu perçois, bah en fait, c'est pas vraiment ce que tu perçois, en fait, parce que c'est plutôt en fait que le monde, comment tu perçois, est limité. Parce qu'au final, tu ne perçois que 0,0035% du spectre électromagnétique, donc tu ne perçois pas les ondes radio, micro-ondes, les rayons X, les rayons gamma, même les ondes Wi-Fi, tu vois. Tous les, voilà, les informations Wi-Fi, elles sont là, tu vois. Boum. Mais tu les perçois pas, toi. Enfin, tu les perçois pas. J'ai fait le boucher. Ouh. Mais pourtant, elles sont là. Donc le monde, il est bien réel. Et la 3D, si tu veux, c'est comme un simulateur de densité d'expérience. Autrement dit, le monde, bah, c'est un peu comme une école où tu apprends, si tu veux, à te connaître. Et ton ego, ton corps, ton langage, c'est une interface de navigation dans ce simulateur. Et à travers ce simulateur, bah, la source cherche des qualités d'expérience. Et ouais. Ce qui veut dire que la source se limite à travers nous pour avoir l'expérience du limité. D'où pourquoi on est incarné en 3D, parce que sans limitation, il n'y a pas d'incarnation. Sans incarnation, il n'y a pas d'expérience. Et sans expérience, ben, il n'y a pas de sens de vécu. Et sans sens de vécu, ben, l'infini reste abstrait. Et ouais. Donc, on est le point de conscience localisé qui permet à l'illimité d'avoir l'expérience du limité. C'est comme un simulateur de conduite au final. Tu vois, même si la route, entre guillemets, elle n'est pas réelle, ce simulateur reproduit fidèlement la vitesse, les erreurs que tu peux faire, la prise de décision, même la peur de l'accident. Et voilà pourquoi donc un simulateur, parce que si tu te crashes, bah, tu meurs pas, d'accord? Tu meurs pas. Euh, tu peux rejouer, entre guillemets. Donc, et tu rejoues hein, ici bien la réincarnation. Et donc, par contre, via ce simulateur, dans ce simulateur de conduite, par exemple quand tu es en auto-école, l'expérience, l'apprentissage via ce simulateur, il est réel. C'est réel, enfin, elle est réelle. L'expérience, elle est réelle dans ce simulateur. Elle est bien réelle. Ce que tu as appris, elle est bien réelle. Et ce simulateur, si tu veux, permet à la source d'avoir ce qu'on appelle des qualia. Donc, un qualia, voilà, qualia, c'est l'expérience vécue unique d'un point de perception. Le fameux ça fait quoi d'être toi. D'accord? Ça, c'est unique. C'est pour ça qu'une expérience, elle est toujours unique. Toujours unique.
Des expériences, si tu veux, elles peuvent être similaires, tout au mieux, mais elle sera toujours unique. D'accord? Il n'y en aura pas deux des pareils. Donc, si tu veux, nous, on est là pour extraire l'expérience du sens. Nous, humains, on est là pour extraire l'expérience en sens. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi la souffrance devient possible. Et là, on va grave profond. Parce que la source ne cherche pas toutes les expériences. Elle cherche toutes les perspectives. D'accord? Autrement dit, ce n'est pas qu'elle veut la souffrance. Et ça, c'est un point clé. Prête attention. C'est plutôt qu'elle veut voir ce que ça fait d'être un humain qui traverse la réalité depuis un angle limité. Donc le but est d'explorer la densité et la séparation. Et pour précision, la source, elle n'a pas besoin de souffrance, mais elle accepte un monde où la souffrance peut exister parce que ce monde permet toutes les perspectives. Et ouais, les contrastes, les polarités, l'amour, le rejet, la paix, la guerre, la joie, la tristesse, la violence, la gentillesse, l'injustice, la justice, la pauvreté, la richesse, et de là, enfin, là j'ai fait le boucher, hein. Et de là, c'est comme si il y avait deux couches de la souffrance. Donc la première, c'est la souffrance qu'on peut appeler agentive. Donc voilà, créée par choix, créée par même, on pourrait dire, l'humain. Et ça, c'est permis via le libre arbitre. Donc beaucoup, entre guillemets, de souffrances, voilà, viennent de l'humain. D'accord? Ça peut être comme la violence, l'exploitation. Au final, le simulateur permet la liberté. Donc il permet aussi la violence, la corruption, l'ignorance, les atrocités, et ouais. Donc la source, elle n'est pas l'auteur des horreurs, mais elle permet juste le libre arbitre. Et ça, c'est une nuance clé. Au final, si le simulateur autorise un libre arbitre réel, ben, il autorise également des trajectoires où des horreurs, des horreurs peuvent se passer. Et ouais, c'est ce qui explique des choses que tu peux peut-être qualifier d'incompréhensibles. Des choses que tu peux vraiment, vraiment pas comprendre. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comme, par exemple, comment un gosse de 7 ans peut mourir d'un cancer? Comment une personne peut se faire violer? Comment l'histoire a pu répéter des atrocités? Comment des gens bons peuvent être misérables? Donc, ce n'est pas que la source voulait ces souffrances, mais que la source accepte un monde où cela peut arriver. Parce qu'un monde sans cette possibilité serait un monde sans liberté. Et ouais, sans amour réel, sans risque, sans incarnation, sans libre arbitre. Et ouais, et attention, nuance grave importante. Accepter, si c'est accepté, ça ne veut pas dire que c'est désiré. Possible, ça ne veut pas dire que c'est voulu. Expérimenter ne veut pas dire que c'est justifié, d'accord? Maintenant, la deuxième couche de souffrance, voilà, deuxième type de, on pourrait dire, pas type, mais voilà, la deuxième couche de souffrance, c'est la souffrance qui sont issues des règles de l'univers. L'univers, si tu veux, n'est pas moral. Le divin n'est pas moral, mais neutre. Et ces lois sont impersonnelles. L'univers a des lois comme l'entropie, la gravité, cause-effet. La gravité, elle s'applique que tu sois un bon samaritain ou non. Voilà, d'accord? Si, voilà, même un bébé qui tombe d'un immeuble de 20 étages, voilà. L'univers va pas dire, ok, il n'y a plus de gravité. Non, non. Donc, il y a des lois. Il y a la biologie. D'ailleurs, pourquoi le corps? Ça explique pourquoi le corps, d'accord? Le corps est limité. Et un simulateur, si tu veux, doit avoir des contraintes réelles. Sinon, ben, il ne produit aucune expérience, d'accord? C'est ça le truc. Donc, certaines souffrances existent parce que le monde a des lois, le corps, il est vulnérable, les systèmes biologiques, ben, ils peuvent être défaillants, l'entropie existe, et ces lois, ben, produisent parfois des tragédies, d'accord? Ce n'est pas voulu, mais c'est possible. Voilà. Au final, un simulateur sans drame, soit un monde sans expérience réelle vécue. Et voilà, l'erreur classique, c'est de se dire, voilà, si tout est conscience, alors, ben voilà, tu as choisi ton concert, tu as choisi ton traumatisme, tu as choisi ta pauvreté, mais voilà la distinction. Tout n'est pas choisi au même niveau, ni avec la même intention, ni même avec la même conscience. Car voilà le point important, certaines souffrances ne transforment pas celui qui les vit, mais peuvent transformer ceux qui les observent. Et ouais. Par exemple, un enfant malade ne grandit pas forcément spirituellement, d'accord? Mais voilà, ça peut éveiller chez eux, par exemple, la compassion, la solidarité, l'empathie. Et chose importante, dire il y a du sens qui peut émerger n'est pas la même chose que dire c'était fait pour ça. Et ça, c'est super important à comprendre. Le sens peut apparaître après, ok? Mais il n'est pas la cause. Et ouais,
Ça ne veut pas dire que le drame existait pour ça. Sinon, on tombe limite dans une logique perverse auquel le mal est nécessaire pour le bien. Non, non. Le bien peut émerger malgré le mal, mais pas grâce à lui. Et c'est là que le modèle du simulateur devient libérateur, car la souffrance n'a pas besoin d'être utile, elle n'a pas besoin d'avoir un sens, elle n'a ni besoin d'être une leçon, elle est vécue, point barre. Et le sens, si tu veux, peut émerger après, mais il n'est jamais requis. Et ouais, donc le simulateur n'exige pas que tu comprennes la souffrance. Si tu veux, il exige seulement que tu la traverses sans te perdre dedans. Et pour être clair, la souffrance n'existe pas pour que euh, la source apprenne. Voilà, je ne sais pas si c'est un meilleur moyen de le dire, mais la source ne manque de rien. Voilà, c'est l'unité totale. Tout est là. Mais pour que, en fait, si tu veux, la souffrance, elle est là, entre guillemets, pour que l'expérience vécue crée du sens. Pas que de l'information. D'accord? Et le sens, ben, celui doit être vécu de l'intérieur. D'accord? À travers ce point de conscience localisé qui est toi, moi, les autres. Donc la source n'a pas créé la souffrance. Elle a créé, si tu veux, un monde suffisamment réel pour que la souffrance soit possible. Et ouais. Donc voilà comment je vois les bails. La souffrance n'est pas un test moral. Si tu veux, c'est une conséquence possible de l'incarnation dans une expérience libre. Ok? Donc on a été certaines choses. Je vais recharger. D'ailleurs, si tu as vu la vidéo précédente, tu sais, tu as compris, tu as capté. Ok, donc, avant que tout fracasse, avec la section suivante, comme je t'ai dit, on va noter certaines choses. Boum. Pouf, là, je t'ai dit, hein, on allait loin. Et là, attention, attention. On va encore monter d'un niveau. Donc, on n'a pas besoin de le mettre en gras. Donc, il m'a mis en mode net. Il n'est pas voulu par la source. Le rendu possible l'arbitre et les lois de l'univers. Mais j'ai jamais la cause. Ok, donc, on l'a mis ok. Donc, la réalité est un simulateur réel. Ok, voilà, c'est pas une simulation, la souffrance n'est pas voulue par la source, mais rendue possible par le libre arbitre et les lois de l'univers. Donc, le sens peut émerger après, mais n'est jamais la cause. Ok, là, t'es prêt ou quoi? Parce que là, on va aller super profond. Tu vois, tracteur pelleteuse pour creuser. Oublie, oublie. Là, je te dis, là, on va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait voir? C'est même pas un marteau-piqueur qu'on va prendre, même pas un tractopelle. Là, on va prendre comme une turbine une foreuse. Là. Là, on va prendre la foreuse, d'accord? La foreuse, voilà, qui va creuser jusqu'à Atlantis. Donc, ouf, ok. Parfait, en plus, là, on tombe dans une nouvelle page. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu préfères que, quand on arrive dans le genre de moment, tu préfères que je fasse ça comme je scroll comme ça, boum, on focalise sur ça, ou boum, on reste comme ça. Bon, pour l'instant, c'est comme ça, bon, n'hésite pas à me le dire. Donc, là, on va aller vraiment profond. Je recharge. Et t'as capté, hein. Si t'as vu la vidéo précédente, t'as capté ce qui s'est passé en prenant ces DRG. Donc, la réflexivité, donc c'est la clé cachée, l'humain est une machine à produire du sens. Donc tu t'es déjà demandé pourquoi on est si différent des animaux sur cette planète. Vraiment, tu t'es déjà demandé pourquoi on est si différent. Malgré toutes nos limitations physiques, comment ça se fait qu'on soit, entre guillemets, je sais pas si c'est le meilleur moyen de le dire, qu'on est au sommet de la chaîne, ou plutôt même hors chaîne.
Ce serait peut-être même plus approprié de le dire comme ça, on est hors chaîne. Au final, si tu devais te fight, d'accord, te battre contre un lion, tu sais que c'est chaud, tu sais que c'est chaud. Même un pigeon, voilà, il peut sauter d'un immeuble de 20 étages et truc, il vole, il plane le truc. Toi, tu fais la même, boum, ton âme quitte, ton corps illico. Et ouais, c'est ça le truc. Donc quand il pense, on est tellement différents des animaux, comme si on n'était pas fait pour cette planète. Voilà, même, on n'a même pas de fourrure pour se protéger du froid, tu vois. Et, et pourtant, d'accord, sans entrer dans la morale, et je précise, hein, sans entrer dans la morale, on a domestiqué des animaux, on en élève pour les manger, on les met dans des eaux, on construit des outils pour pallier nos limitations physiques, d'accord, voiture, avion, bateau. Et donc, si tu veux, nous, humains, on est à la fois le plus limité et le plus libre des êtres terrestres. Et ouais, c'est ça le paradoxe. On est, en fait, si tu veux, on est limité physiquement, on est également limité par l'ego, mais on est libre par la conscience. Et ouais, donc notre corps, si tu veux, appartient à la Terre, mais notre conscience n'est pas limitée à ce corps. Et ouais, c'est ça le truc. Et là, je te dis, on va aller grave profond. Pouf, pouf, pouf. Donc, si tu veux, la raison principale pourquoi on est si différent des animaux, c'est notre réflexivité. Et la réflexivité, c'est quoi? La réflexivité, c'est la capacité de la conscience à se prendre elle-même comme objet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà. Toi, d'accord, tu ne fais pas que vivre une expérience. Tu peux te regarder en train de vivre cette expérience. Tu vois le truc? C'est pas juste, voilà, il y a une expérience. Mais je sais que j'ai une expérience, je sais que je sais. Je peux me regarder en train de percevoir. C'est un pli de la conscience sur elle-même. Et voilà pourquoi c'est important à capter. Car le simulateur, voilà, comme j'ai dit, il n'a pas besoin de souffrance, il a besoin de réflexivité incarnée. Donc la plupart des théories disent souffrance sert à apprendre. Mais c'est incomplet. Tu vois, ce que le simulateur cherche à produire, ce n'est pas l'expérience brute. Non. Ceux-là, les animaux, produisent de l'expérience brute. Non. Le simulateur cherche l'expérience réfléchie. Et ça, c'est une grande différence. Autrement dit, pas juste vivre, mais se savoir en train de vivre. C'est ça la réflexivité. Et maintenant, regarde la différence. Les animaux, ils ont une conscience incarnée, d'accord? Ils ont même une âme, ils ont une perception directe, ils ont des émotions réelles, ils ont une mémoire fonctionnelle. Mais, ils ne tiennent pas, ou très rarement, ou pas comme nous, un point de vue méta. C'est-à-dire qu'on voilà, on peut se voir, si tu veux, en train de jouer dans le simulateur. Ils n'ont pas une narration sur eux-mêmes, ils n'ont pas une identité conceptuelle stable, tu vois ce que je veux dire? L'animal est l'expérience. Il ne se raconte pas l'expérience. Grande différence. L'animal ne se prend pas comme objet. Alors que nous, humains, d'accord, on ressent, mais on sait qu'on sent. On se reconnaît comme le sujet de l'expérience. Et ouais, on se raconte une histoire, on se demande pourquoi on existe, s'il y a un créateur, d'où on vient, comment la réalité se manifeste. On peut avoir une perspective également méta. C'est comme, voilà, comme lorsque tu joues à un jeu vidéo, tu sais que t'es pas le jeu. Donc nous, humains, on est un point d'extraction du sens, pas juste d'expérience, car l'humain interprète l'existence elle-même. Et ouais, c'est ça le truc. Car la réflexivité, c'est comme l'enregistreur ontologique de l'expérience. Voilà comment on pourra voir les choses. Si tu veux, elle transforme le vécu en sens. Et maintenant, voici le lien donc avec les qualia. D'accord? On en a parlé plus tôt. Donc la réflexivité transforme le qualia en expérience existentielle. Donc pour rappel, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a parlé du qualia. Le qualia, c'est le comment ça fait de vivre en tant que toi. D'accord? C'est l'expérience unique. D'accord? Donc c'est l'expérience brute préconceptuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est voilà, la rougeur du rouge, la douleur de la douleur, la douceur d'une caresse, l'amertume du café. D'accord? Pour toi, voilà, l'amertume du café sera jamais la même que pour moi, probablement. Tu vois ce que je veux dire? Pour ça que chaque expérience est subjective, mais aussi unique. Et ouais. Donc, avec le qualia, tu vois, il n'y a pas encore de moi, de récit, de sens à ce moment-là. Juste l'expérience subjective et unique de l'être. D'accord? Donc, les animaux ont des qualia aussi. Et la réflexivité ne crée pas les qualia, mais les encapsule. Voilà comment on peut voir les choses.
Car au final, voilà, sans réflexivité, les qualia passent. Avec la réflexivité, ils s'accumulent. D'où pourquoi j'ai parlé d'enregistrement ontologique, de l'expérience. Et c'est là que la souffrance entre en jeu. J'ai fait le boucher, je vais le répéter. Donc c'est là que la souffrance entre en jeu. Parce que la réflexivité cherche un point fixe. La conscience se dit, voilà, qui suis-je dans cette expérience? Et elle répond, ben, c'est là qui ça arrive. Et ouais, et ce point devient, si tu veux, voilà, c'est mon histoire. C'est ce que je suis, c'est ce que je crois être. Et voilà l'ego. Et voilà l'ego. Et ouais. Donc, voilà, précision, l'ego n'est pas mauvais, hein, c'est un outil. C'est ni une illusion d'ailleurs, comme certains peuvent le penser. C'est une interface de stabilisation pour la conscience. Donc l'ego n'est comme un point d'ancrage, si tu veux, de réflexivité. Voilà, ça naît voilà, comme un point d'ancrage de la réflexivité. Ouais. Et de là, si la réflexivité commence alors à se juger, à se comparer, ouais, à s'anticiper, même à se projeter. Et là, c'est là qu'elle tourne en boucle fermée. C'est ça la souffrance humaine, d'accord? Et donc, si elle est un effet secondaire structurel de la réflexivité incarnée. Voilà comment on pourra voir la souffrance. Au final, pas de réflexivité, ben, il n'y a pas de souffrance existentielle. Et ouais, et ouais. Et voilà le paradoxe. Donc, ce qui donne à l'humain le pouvoir de, entre guillemets, dominer, être hors chaîne, être au sommet de la chaîne, tout dépend comment tu vois les choses, ben, c'est exactement ce qui le coupe du vivant aussi. Et ouais. Car si tu veux, l'animal, il peut souffrir, mais il ne souffre pas de sens, d'accord? L'humain, oui. L'animal ne détruit pas volontairement son habitat. L'humain, oui. L'animal ne se croit pas séparé de la terre. L'humain, oui. D'accord? Donc, si tu veux, entre guillemets, cette domination, d'accord, humaine est symptôme d'une dissociation. Au final, l'humain, comment on pourrait voir les choses, l'humain est devenu maître, si tu veux, entre guillemets, de la planète le jour où il a cessé de s'y sentir chez lui. Voilà comment on pourrait voir les choses. Donc, et pour être clair, le simulateur n'extrait pas le sens de la souffrance. Ça, c'est une chose importante que je vais préciser. Il extrait le sens de la réflexivité face à la souffrance. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre le même événement qu'on peut qualifier d'horrible. Un lui donne, par exemple, le sens d'un traumatisme, alors que l'autre lui donne le sens d'avoir grandi. Donc, si tu veux, ce sont deux données ontologiques différentes. Et ces données, si tu veux, sont renvoyées à la source. Tu vois? D'où pourquoi on a ce modèle du simulateur. Et voilà comment on peut voir les choses. Donc, la formule de la souffrance, donc l'une des formules, c'est qualia plus réflexivité plus narration. Et ouais, c'est ça la souffrance. Par exemple, sur un animal, voilà, un animal peut avoir de la douleur, d'accord? Mais il va pas se raconter une histoire dessus. Je pense que très peu d'animaux vont faire ça. Et je pense que plus un animal va être proche de nous, et plus avoir cette capacité de le faire. Comme par exemple certains chiens, d'accord? Euh, donc pour revenir à nos boutons, d'accord? Donc l'animal, il peut avoir une douleur, mais voilà, il va pas en faire sur une histoire existentielle. Alors que nous, humains, on va avoir une douleur, on va commencer à narrer. Voilà pourquoi ça arrive à moi, je suis malchanceux, ça ne devrait pas être ainsi. Donc si tu veux, l'animal souffre entre guillemets quand il a mal, l'humain souffre, surtout quand il pense à ce que ça signifie. Et ouais. Et la douleur est un qualia, mais la souffrance est une interprétation réflexive. Voilà comment on peut voir les choses. Donc la souffrance, c'est une histoire racontée à propos du qualia. Et la souffrance persiste quand un qualia vivant est traité comme un objet du passé. D'accord? Autrement dit, voilà, tu ne ressens plus ce qui est là. Tu ressens ce que ça signifie selon la mémoire. Et ouais. Ce qui explique pourquoi les animaux bah, ne souffrent pas comme nous. Je dis pas qu'ils ne souffrent pas, mais ils ne souffrent pas comme nous. Les animaux ne se disent pas, voilà, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi j'existe, comment la réalité se manifeste. Non, non. Euh, ils ne fabriquent pas d'histoire sur eux-mêmes. C'est ça le truc. Ils ressentent la douleur, mais pas la souffrance existentielle. Et c'est pour ça que voilà, dans ce simulateur, entre guillemets, les animaux ne suffisent pas. Les animaux vivent l'instant, mais n'archivent pas l'identité, ne produisent pas de récit existentiel du pourquoi la souffrance humaine est surtout une douleur narrative, d'ailleurs. Hein. Et ouais, et pour être clair, le problème humain, ce n'est pas d'avoir des qualias, ni d'être réflexif, mais de confondre la réflexivité avec l'identité. Et ouais, si la réflexivité n'est pas mauvaise, non, c'est une fonction évolutive avancée, mais une fonction puissante, mal maîtrisée, devient destructrice. Car voilà le piège, c'est quand la réflexivité se prend pour sujet. Et ouais,
quand elle s'identifie à la narration. Mais ouais, la réflexivité devient souffrance quand elle se replie sur l'ego, mais elle devient sagesse quand elle s'ouvre sur la conscience. C'est la même fonction, mais c'est une direction qui est différente. Donc la sagesse ne vient pas quand la réflexivité disparaît, elle vient quand la réflexivité change d'objet. Donc au lieu de se regarder elle-même, elle commence donc à observer les identifications, les croyances, les émotions, les pensées, mais sans s'y confondre. Et ouais, ça c'est clé. Donc la sagesse commence quand la conscience cesse de se prendre pour ce qu'elle s'observe. Et ouais. Donc, pour résumer, tout ça, simplement, donc dans le modèle du simulateur, voilà comment on peut résumer les choses. Les qualia, c'est comme le rendu sensoriel. La réflexivité, c'est le joueur qui se voit jouer. La souffrance, c'est le joueur qui croit être l'avatar. Et la dissolution de la souffrance, c'est le joueur qui joue consciemment. Ouais. Bon, on va résumer certaines choses, et là, on va fracasser avec d'autres choses. Cette vidéo, elle est... Là, on rentre vraiment en profondeur, et là, on va encore... on va remettre une autre couche. Donc, en anglais, hein. Oui. Qu'on met pas S parce que, enfin bref, mon expérience, 6, ancienne. Ok, je pense qu'on est good. Et là, attention, on va remettre une couche. Avec la section suivante, là, on va fracasse. On va fracasse. Et on va section 4, ouais. Parce que là, on va parler du langage. Là, je te dis, hein, c'est vidéo en mode profondeur abyssale. Là, on va au niveau Atlantis, hein, des choses. Donc, alors, d'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu aimes vraiment le côté profondeur dans les sujets. Moi je kiffe, hein. Moi, je kiffe, hein. Là t'as pas idée, hein. Là, c'est comme si là, je parle à moi-même. Je kiffe la conversation. Donc, n'hésite pas à me dire, hein. Donc, section 4. Le langage est la couche ultime du simulateur. D'où aussi une autre raison pourquoi on est si différent des animaux. Et ouais, si tu veux, les animaux communiquent entre eux et même avec nous, mais ils n'ont pas de langage comme nous on l'a développé. Et ouais, mais pour comprendre pourquoi je te parle de langage, il faut d'abord capter que le simulateur cherche l'expérience transmissible. Ouais, ça c'est clé. Parce que regarde, une expérience non formulée, si tu veux, elle existe, mais elle disparaît. Mais une expérience mise en mots, ben maintenant elle devient partageable, mémorisable, même cumulative, transmissible à travers le temps. Et le langage est ce qui permet à la conscience, entre guillemets, de ne pas repartir à zéro. Et voilà ce qui change. Avant le langage, c'est quoi? C'est des sensations, des sons, des bruits. Après le langage, le monde, comme tu le connais, devient sens. Il y a un moi, il y a les autres, il y a les concepts, même voilà le Dieu d'ailleurs, que tu connais, le Dieu moral que la plupart connaissent. Je ne vais pas entrer en détail sur ça, hein, parce que déjà je pense que cette vidéo elle va être relativement longue, mais le Dieu, comme la plupart des gens le connaissent, le Dieu moral, religieux, bah, devine d'où il vient. Il est né du langage. Et ouais, comme je t'ai dit, je vais pas rentrer en détail. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si c'est un sujet qui t'intéresse, peut-être qu'on pourra faire une vidéo. Donc,
Voilà, après le langage, le monde devient sens, on a nos concepts. Donc le langage, si tu veux, fige le flux en structure. Donc ce qui n'est pas nommé par le langage reste un flux. Ce qui n'est pas nommé peut encore changer sans résistance. Donc le flux circule tant qu'il n'est pas capturé par le sens. Et ouais, donc ce qui est nommé devient réel au sens humain. Donc le langage, il définit. Et définir, c'est quoi? Ben, c'est confiner. Donc le langage limite le flux. Et ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le langage n'est pas tant un outil de communication, ça l'est, mais c'est vraiment une interface de la réalité. Il permet de figer l'expérience, la symboliser, la partager, la transmettre. Et ouais, sans langage, il n'y a même pas la Bible. Et ouais. Donc, et voilà le truc vraiment important à capter. Ton langage définit et confine aussi ton monde. Quand tu dis, par exemple, voilà, je suis nul, c'est injuste, ça ne devrait pas arriver, je dois réussir, j'échoue, ben, tu ne fais pas que décrire ton monde, d'accord? Tu charges une ligne de réalité. Tu rends une ligne de réalité de plus en plus probable, car tes mots ne sont pas neutres, ils sont chargés d'émotions à ces instants. Et ouais, car le langage vient de la réflexivité. Donc, le simulateur lit le langage comme une instruction. D'ailleurs, pourquoi tu veux faire grave gaffe? Ben, quand tu te parles à toi-même, quand tu dis oh, il va me rendre malade, il va finir par me rendre malade. Oh, mais je suis con, c'est un bon fou, oh, mais je suis débile. Tout ça, pour le subconscient, c'est pas des mots dits comme ça. Et ouais. Mais plus tu crois ton récit, plus tu le charges dans ce simulateur. Et plus ben, le simulateur te le reflète dans ta 3D. Et ouais. Donc il y a autre chose, d'ailleurs, que le langage crée, ben, c'est le temps. Car sans langage, ben, il n'y a pas de concept de passé ou de futur. Le langage permet un avant-après, et le temps, ce n'est pas temps perçu. Il est narré. D'accord? D'où pourquoi la souffrance devient durable via le temps. Donc la douleur, si elle est instantanée, mais elle devient souffrance quand elle est narrée, par exemple. La douleur, c'est voilà, je me suis fait larguer. Par contre, ça devient souffrance quand tu commences à mettre une couche narrative. Je suis malheureux, personne ne veut de moi, je vais juste finir seul, je suis chum, voilà. Donc le langage crée une mémoire ontologique. Au final, la souffrance n'est pas tant ce qui est vécu, d'accord? C'est ce qui ne peut plus évoluer parce qu'il a été trop bien défini par le langage. Et ouais. Donc, la douleur, elle est sensorielle, mais la souffrance, elle est linguistique plus identitaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les animaux voilà, ne souffrent pas de la même manière que nous. D'accord? Pas de langage réflexif, enfin pas de langage réflexif, pas de prise ontologique. Ils vivent, donc les animaux vivent dans le simulateur, mais ils ne commandent pas comme nous on le fait. Voilà, nous, voilà, on va dans un bar, on refait le monde, on fait des vidéos comme ça, ce que je suis en train de faire, on refait le monde, tu vois. Donc maintenant, on regarde la mécanique, donc la réflexivité, ben voilà, euh, la réflexivité naissante. Donc on a de la réflexivité, on a donc l'apparition donc du langage. Ensuite, le langage solidifie la réflexivité complexifie le langage, l'identité apparaît, le récit de soi naît, d'accord? La souffrance devient possible, le sens devient possible, la sagesse devient possible également. Donc si tu veux, la même boucle crée la souffrance et la sagesse à la fois. Et ouais, donc voilà le paradoxe ultime, ce qui nous fait souffrir, la réflexivité, le langage, l'identité, l'ego, bah, c'est aussi ce qui permet la sagesse et l'intégration. Et ouais, donc avant de passer à la séquence suivante, on va noter certaines choses. Donc je pense que bon, on est good pour maintenant. En 5. Là, je note un peu moins parce qu'en fait, c'est trop long sinon. Donc, hop, je recharge. Donc, il y a trois manières de souffrir. Et c'est vraiment, si tu veux, à toi de choisir ton poison. Donc, la première manière de souffrir, c'est
La souffrance est le prix de l'attachement au sens. Ouais. Donc plus tu veux que la vie ait du sens, plus tu souffres quand elle déçoit ce sens. Et ouais. Donc au final, la vie n'a pas de sens, autre que celle qu'on lui colle d'ailleurs. Et ce n'est pas sur le sens qui cause la souffrance, mais l'attachement au sens, et plus précisément un sens figé, un sens qui est exigé, un sens qui doit être confirmé par la réalité 3D, car là où tu es attaché à ce que la vie doit signifier, bah, la souffrance apparaît quand la vie ne coopère pas. Et ouais. Mais attention, et ouais, c'est ça le truc. Il y a une nuance qui est clé. La souffrance n'est pas le prix du sens en soi. Elle est le prix de vouloir que le sens soit rassurant, qui te protège, voilà, qui te protège. Autrement dit, ce n'est pas le sens qui fait souffrir, c'est le besoin de sens. La souffrance, si tu veux, apparaît quand le sens devient conditionnel à ta sécurité. La vie doit être le sens que tu veux, par exemple. Voilà. Mais voilà, par exemple, voilà. Voilà, si ça arrive, tu dis, voilà, si ça arrive, ben, ça doit vouloir dire quelque chose. Si ça n'a pas de sens, alors c'est insupportable. Si euh, la vie ne respecte pas ce sens que moi je veux, ben, je suis en danger. Et là, bah, tu n'es plus dans le sens. Là, tu es dans l'attachement au sens. Et voilà pourquoi plus tu veux de sens, plus tu souffres, car la réalité est neutre par nature, comme tu le sais maintenant. Elle prend du sens via notre réflexivité et notre langage. Donc, par nature, la réalité, elle est non morale, non narrative. Donc, plus tu demandes à la réalité de confirmer ton récit, bah, plus tu seras confronté à ce qui échappe au récit. Et ouais. Donc, au final, la souffrance n'est qu'en sens devient une exigence. Chercher un sens, ok, c'est humain, mais exiger que la vie le confirme devient souffrance. Et ouais. Donc plus tu veux que la vie confirme ton histoire, plus tu souffres. Et le point clé vraiment à capter ici, c'est pas abandonner l'attachement au sens. Abandonner. Enfin, comment je pourrais dire les choses? Abandonner l'attachement au sens, ce n'est pas devenir cynique ou même nihiliste ou même voilà être vide de sens. C'est même presque l'inverse. En fait, quand tu lâches le besoin de sens, tu arrêtes de souffrir et l'énergie peut circuler. Et ouais. Donc maintenant, la deuxième manière de souffrir, c'est la souffrance commence quand l'expérience devient une identité. Voilà. Parce que la douleur vient de ce qui arrive, mais par contre, la souffrance vient de ce que ça devient dans ton identité. Et ouais. Donc au final, ce n'est pas que ce que tu ressens qui te fait vraiment souffrir. En fait, c'est ce que tu crois que ça dit sur toi. Et ouais. C'est ça qui est vraiment, vraiment clé à comprendre. Par exemple, voilà, euh, je me suis fait rejeter, d'accord? Maintenant, voilà, je ressens de la honte, donc pour moi, ça veut dire que je ne suis pas assez. Donc je souffre. Donc si tu veux, la souffrance, elle est proportionnelle à l'identification. Donc plus tu es fusionné avec l'histoire, bah, plus tu souffres. Donc moins tu es identifié, plus l'expérience circule. Et ouais, et la souffrance n'est pas causée par l'expérience, elle est causée par la fusion entre l'expérience et l'identité. Donc autrement dit, donc la douleur, c'est ce qui te traverse. Par contre, la souffrance, c'est ce que ça dit de toi. Au final, la douleur, c'est voilà, c'est une sensation. Mais la souffrance est une douleur devenue une identité. Donc voilà, la souffrance est une douleur devenue une identité. Je répète parce que j'ai fait un peu le boucher, d'accord? Donc plus t'es l'histoire, plus tu souffres. Plus t'es l'espace par contre où elle apparaît, bah plus la souffrance se dissout. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, troisième manière de souffrir, bah, c'est la souffrance apparaît quand l'état d'être est conditionné par ta 3D. Et ça, c'est vraiment clé. Donc, plus ta complétude est conditionnelle, bah, plus ta souffrance, bah, elle est inévitable. Elle est inévitable. Car tu délègues ton état d'être à quelque chose que tu ne contrôles pas, à quelque chose d'externe. Et dès que ta complétude dépend de l'externe, comme, voilà, résultat, comment la 3D doit te répondre, la validation externe, argent, l'amour des autres, ben voilà le truc. T'entres vibratoirement dans l'attente, le manque, la frustration, l'anxiété, la comparaison, dans le j'y suis pas encore. Et c'est ce que la réalité va te renvoyer par cohérence vibratoire. Et ouais. Donc plus tu laisses l'externe déterminer ta complétude, plus tu souffres. Parce que si tu veux, le monde, si tu veux, voilà, on pourrait dire, il est instable.
La 3D, elle est différée, les probabilités, elles fluctuent, les gens sont imprévisibles, et donc, si au conditionner ton être à la 3D, ben c'est te dire que tu es incomplet. Et ouais. Et donc voilà la mécanique. Et ça, c'est vraiment important. Note-le d'ailleurs. Si ça te chante, si ça résonne, évidemment. Je suis pas là à te donner un ordre. Je dramatise les choses. Donc voilà la mécanique que tu peux noter. Donc voilà, tu te perçois incomplet. De là, tu cherches à te compléter via l'extérieur. De là, tu entres dans l'attente. De l'attente, crée une tension temporelle. Et de là, le temps perçu crée de la souffrance. Et la souffrance renforce l'identité que tu es incomplet. Et ouais. Donc c'est une boucle infernale. Et la nuance qui est vraiment clé que je vais apporter ici, ça ne veut pas dire voilà, qu'il ne faut rien vouloir, qu'il faut se résigner, qu'il faut être détaché. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre comme un moine dans une cave ou dans une montagne, avec aucune possession, ne rien vouloir. Non. Mais ne pas utiliser la 3D comme preuve de ta valeur ou de ta complétude. Voilà, tu peux vouloir, tu peux même être aimé, tu peux réussir, tu peux voilà, vouloir la relation, tu peux vouloir avoir la voiture, la paire de chaussures, les bijoux, l'appartement, les maisons, mais pas pour te réparer. Parce que tu es déjà complet. En fait, si tu veux, apprécies ces choses, mais elles ne te définissent pas. Et ça, c'est clé. Elles ne sont pas pourquoi tu es complet. Donc, si tu veux, la souffrance, elle commence quand tu te demandes, enfin, quand tu demandes. Donc, la souffrance commence quand tu demandes à la réalité de te dire qui t'es. Et ouais, c'est quand tu demandes à la réalité de te définir. Donc, c'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, c'est ce que tu attends de ça pour te sentir entier. C'est ça qui te fait souffrir. Donc, on va noter certaines choses et on va ensuite passer à la section suivante. Pouf, cette vidéo, là, c'est en mode buffet à volonté, là. Hop, hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On va avoir 3 manières. Donc, on va rester succinct. Ça, c'était 3 fois. Ouais. Fusion. Donc, expérience, identité. Donc, on va voir la section 6. Ok, ouais, c'est ça pour en dire. Ouf. Ok, donc, section 6. Tu n'as pas besoin de souffrir pour grandir, mais toute souffrance est une opportunité d'intégrer une polarité. Donc, bien souvent, tu peux entendre des trucs du genre, ouais, tu dois souffrir pour évoluer. La souffrance, elle est voulue par le divin. Sans douleur, bah, il n'y a pas de croissance. Mais c'est pas le cas. Du moins, moi, je vois pas les choses comme ça. Car pour moi, la nuance, c'est que la croissance ne nécessite pas la souffrance. Mais quand la souffrance est là, par contre, elle ouvre un accès privilégié à certaines intégrations. Donc la souffrance, si tu veux, n'est pas une exigence. C'est une porte, pas un prérequis. Grande, grande différence. Et voilà la clé que peut-être peu de gens vont voir. C'est pas la souffrance qui fait grandir, c'est l'intégration de la polarité révélée à travers la souffrance. Voilà. Et tu n'as pas besoin de souffrir pour grandir. Mais lorsque la souffrance apparaît, elle toque à ta porte, elle révèle une polarité non intégrée. Et si cette polarité est intégrée consciemment, bah, la croissance devient inévitable à ce moment-là. Ouais. Donc d'ailleurs, une polarité, c'est quoi? Donc c'est deux pôles. On dit pôle ou pôle? Donc voilà, c'est deux pôles d'une même chose que la conscience a séparé. Car sans séparation, au final, bah, il n'y a pas d'expérience. Et ouais, comme voilà, force, vulnérabilité, amour, rejet, contrôle, euh, abandon ou laisser aller, je sais pas comment on peut dire ça, enfin bref, t'as capté. Donc, et tant que la polarité, si tu veux, elle est évitée, bah, elle revient. Pourquoi? Bah, tu résistes, tu bloques l'énergie. Donc, le moindre coup énergétique, c'est son intégration. Et quand c'est intégré, elle n'a plus besoin de revenir.
Et voilà pourquoi la souffrance aide parfois, parce qu'elle expose ceux qui étaient refoulés, elle court-circuite l'ego, elle permet l'accès à une zone que la conscience évitait, mais attention, permettre ne veut pas dire nécessaire, permettre ne veut pas dire optimal, permettre ne veut pas dire non plus souhaitable. Donc la souffrance est un révélateur de polarité, enfin, et ton évolution, si tu veux, dépend uniquement de la capacité à intégrer ce qui est révélé. Au final, la souffrance n'est pas là pour t'élever spirituellement. Moi, je ne vois pas comme ça, mais elle peut ouvrir une porte qui va te permettre de traverser une chose et qui va te permettre donc d'intégrer une polarité. Voilà comment je vois les choses. Donc, si tu veux, voilà, elle peut ouvrir une porte, mais que seule vraiment la conscience peut traverser. Donc, si tu as bien suivi depuis le début, d'accord, si la souffrance vient d'un point de conscience contracté, microscopique, devenu microscopique, donc tu ne peux pas dissoudre la souffrance sans élargir ton champ de conscience, d'accord? Parce que si il est toujours rétracté, ben, tu vois pas les options, tu ne vois plus les options, même si elles sont là, tu ne les vois plus depuis ton point de perception. Et c'est ça qui est clé. Donc, au final, regarde, la souffrance, elle ne se supprime pas par résistance, elle se dépasse par changement de niveau de conscience. Voilà, la souffrance, si tu veux, elle cesse quand la conscience, elle n'est plus obligée de se contracter pour explorer. Je recharge. Donc, si tu veux, voilà, si tu veux, c'est l'expansion du cadre qui rend la souffrance optionnelle. Donc, l'expansion du cadre de ton champ de perception. Donc, voilà, c'est pas le déni, c'est pas la résistance à la souffrance. Car, au final, voilà ce qui te fait vraiment souffrir. Ce n'est pas la souffrance qui est insupportable. Non, c'est la résistance à la souffrance. Et ouais, donc ce que tu refuses se rigidifie. Quand tu résistes, ça persiste. Donc, tu figes l'énergie. Donc, ça ne circule plus. Et l'univers, par cohérence, te reflète cet état vibratoire et la souffrance cesse donc quand une option devient possible sans menace identitaire. Et ouais. Donc la souffrance se dissout quand tu élargis ton point de perception, quand ton champ des possibles s'élargit, car l'énergie se remet à circuler, l'identité, la narration je dirais pas dissout, mais se dessert, les options réapparaissent, et là la souffrance se dissout. Et donc maintenant la vraie question, donc si la souffrance vient d'un champ de perception rétréci, donc j'ai fait le boucher, j'en ai conscience, je vais le répéter. Donc si la souffrance vient d'un champ de perception rétréci, alors qu'est-ce qui rétrécit le champ? C'est la résistance. Et ouais. Donc, comme tu peux peut-être le deviner, voilà comment tu élargis ton point de perception, par l'acceptation. Et ouais. Donc l'acceptation, je tiens à préciser, ce n'est pas se laisser faire, subir, se résigner. Ça, c'est du bypass. Parce que quand je vois sur certains commentaires sur les shorts, certains disent ah ouais, mais je paraphrase. Donc je dois subir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord? Ça, c'est du bypass. Non, il ne s'agit pas de subir, te laisser faire. L'acceptation, c'est retirer la résistance interne à ce qui est déjà là. D'accord? C'est déjà là. C'est déjà là. C'est ça le truc. Et ouais. Donc l'acceptation, si tu veux, c'est pas qu'elle guérit la souffrance, mais elle enlève ce qui la rend insupportable. Voilà comment on peut avoir les choses. Donc l'acceptation ne supprime peut-être pas la douleur, mais elle supprime l'enfermement. Et ouais. Donc quand tu refuses une expérience, ton système croit qu'il n'y a pas d'issue safe, qu'il n'y a pas d'autre issue possible, viable. Et là, le champ se ferme. Mais dès que tu acceptes, le champ, il s'élargit. Et ouais, il s'élargit. Donc au final, acceptation est égale à intégration. Et intégration est égale donc à neutralisation. Et ouais, donc voilà la mécanique. La souffrance, c'est la contraction du champ. Et donc, de là, tu vas avoir la résistance. Et la résistance, c'est le moteur de la contraction. Et l'acceptation, ça aide l'arrêt de la résistance. Et l'arrêt de la résistance, c'est quoi? C'est l'élargissement du champ de perception. Et l'élargissement, c'est le retour du possible. Et ouais, donc le retour du possible, c'est la dissolution de la souffrance. Je sais, il y a un peu de gymnastique mentale, mais c'est important. Donc on a noté certaines choses, et on va passer au protocole. Donc la souffrance. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, il n'y a pas.
Ok. Donc, molarité ou quoi? Ah, c'est bizarre, même pas. C'est un mot français, si, je crois bien. Enfin bon, maintenant, attention, on va passer à la section 7, qui est le protocole d'intégration. Integration. Ok, on a 360 degrés. Je sais même pas comment on met le degré. Bon, je sais que c'est normalement 360 degrés. Je sais que je l'ai quelque part. C'est juste parce que je vois pas sur mon clavier. Enfin bref. Donc, je t'explique les bails. Là, je vais t'expliquer d'abord le protocole. Et mon intention, c'est vraiment d'expliquer les choses de manière fluide, compréhensible. D'ailleurs, n'hésite pas si, à me dire en feedback, en commentaire, s'il y a des choses que tu trouves que c'est pas assez clair. T'as capté. Donc, n'hésite pas donc à, voilà, à me dire si les choses sont pas claires. Mais voilà, le but là, ça va être vraiment de partager un protocole qui va te permettre d'intégrer tout ce qu'on a pu voir ensemble depuis le début de cette vidéo. Donc, le but, c'est plus de laisser voilà, la souffrance te définir, ou la souffrance, ou laisser, voilà, comment on pourrait dire ça, la souffrance, laisser la souffrance te consumer, d'accord? Mais dissoudre cette souffrance. Et le but, c'est d'élargir ton point de perception, parce que quand tu souffres, ton point de perception est, voilà, est devenu voilà, petit. Et tu vois pas les autres options qui sont disponibles. Et elles existent bien. C'est juste que tu ne le vois pas depuis ton point de perception. Donc voilà, étape 1, c'est vraiment pointer la zone de souffrance sans figer l'histoire. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux prendre un papier, généralement c'est mieux. Et ce que je te conseille, c'est ne cherche pas de midi à 14 heures, c'est les réponses que tu vas avoir avec ce protocole. Prends voilà, ce qui te vient d'abord, les premières choses qui te viennent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le subconscient répond toujours en premier. Il répond toujours de manière sincère, pas forcément vrai ou factuelle, mais toujours de manière sincère. Et toi, tu vas ressentir parfois le besoin de changer ce qu'il t'a dit parce que ça ne te convient pas. Ou tu dis, oh, mais ça fait pas de sens. Tu vois le lien avec la vidéo? Donc, voilà, le subconscient répond en premier, donc vas-y. Donc, première chose dans cette première étape, c'est que tu vas écrire quelque chose, voilà, la situation dans laquelle je ressens une souffrance et tu vas compléter. Je te donne des exemples. Voilà. La situation dans laquelle je ressens une souffrance et euh, voilà, quand je pense à ce job, X, Y, Z. La situation dans laquelle je sens une souffrance et voilà, quand j'imagine cette relation. La situation dans laquelle je ressens la souffrance, c'est euh, quand je pense à mon corps. La situation dans laquelle je ressens une souffrance est quand je regarde ma vie. D'accord? Ensuite, étape 2, c'est identifier la condition d'existence. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce que je crois devoir devenir, obtenir ou éviter pour que l'existence soit supportable? Par exemple, je dois avoir un autre job, je dois réussir, je dois être maigre physiquement, je dois être riche financièrement, ce genre de choses. Et de là, tu vas te poser la question, pourquoi l'existence serait-elle possible dans ce pôle, mais pas là où je suis? Parce qu'au final, c'est que là, quand tu te poses ces questions, voilà, qu'est-ce que je crois devoir devenir, obtenir ou éviter pour que l'existence soit supportable, c'est que tu en fais une condition d'existence. Et ça crée de la souffrance. Et rien que le fait de te poser la question, pourquoi l'existence serait-elle possible dans ce pôle et pas dans là, mais pas là où je suis déjà, ben, quelque chose se passe. Et le but, c'est pas d'avoir une réponse à cette question, mais vraiment d'ouvrir sur la conscience
avec cette question. Donc même si tu n'as pas de réponse, c'est good, d'accord? Mais en fait, c'est vraiment te prendre conscience. Regarde, toi, c'est comme si tu étais dans un pôle. Voilà, tu es dans le pôle peut-être, dans le pôle, admettons, voilà, admettons, je suis en surpoids et je suis dans le pôle, dans le rejet. Et pour toi, tu vas aller dans l'autre pôle qui est, admettons, l'acceptation. Mais pour toi, c'est une condition d'existence d'être dans l'autre pôle. Et pour toi, la condition d'existence d'être dans l'autre pôle, c'est d'être maigre physiquement, tu vois. Mais c'est ça qui te fait souffrir. C'est ça qui te fait aussi souffrir. Le fait de te dire que tu dois être dans l'autre pôle, c'est ça également qui te fait souffrir. C'est pas juste le fait maintenant d'être dans le pôle du rejet parce que tu as des kilos en trop, mais c'est également le fait de faire d'une condition d'existence que tu dois être dans l'autre pôle, qui est le pôle de l'acceptation, et que pour ce pôle-là, tu dois être maigre. C'est également ça qui te fait souffrir, parce que tu en fais une condition d'existence. Et donc rien que le fait de te poser ces questions, donc pourquoi l'existence serait-elle possible dans ce pôle, donc qui est l'acceptation dans cet exemple, mais pas dans le pôle du rejet où je suis maintenant, ça ouvre, ça ouvre la conscience. Et ouais, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas d'aller dans l'autre pôle. Et ouais, c'est ça le truc. En fait, bien souvent, c'est qu'on cherche à aller dans l'autre pôle. Et il n'y a rien de mal en soi. En fait, c'est problématique quand t'en fais une condition d'existence. Parce que c'est là que tu souffres, c'est là que tu deviens malheureux. Parce que tant que tu n'es pas dans l'autre pôle, tu es malheureux, tu souffres. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc voilà la source réelle. La souffrance, elle ne vient pas tant du pôle négatif, elle vient aussi de je dois être dans l'autre pôle pour que l'existence soit viable. C'est pas une question de passer, voilà, comme je t'ai dit, d'un pôle à l'autre. C'est une question de sortir de la nécessité de choisir entre deux pôles. Et ouais, quand tu fais ça, tu as vraiment neutralisé le truc. Parce que la souffrance commence exactement quand l'existence devient conditionnelle à un pôle. Voilà, là où je suis le pôle du rejet avec mes kilos en trop, je souffre. Donc je dois aller à l'autre pôle. Et c'est ça qui te fait souffrir également. Et ouais, parce que tant que tu n'es pas dans l'autre pôle, tu souffres. Mais t'en fais une condition d'existence. Enfin bref. Maintenant, étape 3, c'est cartographier les options perçues. Donc quelles sont, selon toi, les seules options possibles et viables? Et là, tu listes les options viables, les options inacceptables et les options impensables. Par exemple, voilà, démissionner, faire un job que tu ne penses, voilà, que tu penses impensable de faire, même finir à la rue peut-être. Donc, tu vas presque, voilà, te rendre compte que, voilà, quelle que soit l'option, tu perds quelque chose, d'accord? Voilà, la souffrance émotionnelle, elle apparaît ici, tu vois. Maintenant, étape 4, c'est la neutralisation des options. Donc, relie les options inacceptables et impensables que tu as listées. Et maintenant, prête attention à la charge dans le corps. Celle qui provoque, d'ailleurs, quand tu relis, qui provoque la charge, la sensation la plus déplaisante, la plus forte dans le corps, ou voilà, une émotion déplaisante, si tu peux le voir comme ça, comme ça, ouf, là j'ai fait le boucher comme chat, comme chat, comme chat, comme chi, comme chat. Donc c'est celle-là, celle qui provoque le plus de charge, qui demande à être intégrée. D'accord? En priorité, je dirais. Donc imagine-toi maintenant vivre ces options. Ces options qui sont inacceptables, voire impensables. Localise l'attention dans le corps. Au final, l'attention, c'est l'expression physique de la résistance. Est-ce que tu as la gorge serrée? Est-ce que tu as la mâchoire serrée? Tu as le ventre noué? Tu as le bout au ventre? Tu as la poitrine qui est compressée? Pression dans le cœur? Et maintenant, relâche l'attention comme tu le peux. Comme si, voilà, c'est comme si tu avais les poings, tu vois, serrés, et tu as juste l'intention de le relâcher. Même si tu arrives à faire ça juste de 5%, c'est nickel. Tu n'as pas besoin de réussir à faire ça de 100%. Juste même 5%, 2%, d'accord? Et c'est une étape avec laquelle tu peux revenir. Donc voilà, tu peux répéter cette option plusieurs fois. Et voilà, même jusqu'à... Et c'est pas t'as pas à viser ça, mais voilà. Si tu arrives à atteindre le point zéro où tu n'as vraiment plus aucune charge, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, t'as pas besoin. Mais je te conseille de revisiter cette étape. Ensuite, euh, l'étape 5, c'est élargir le champ depuis le moi 2.0, donc depuis ta version 2.0. Donc imagine la version de toi, pour qui cette situation n'est plus une souffrance, elle n'est pas dans le pôle opposé, elle n'est pas forcément dans le pôle opposé, ok, ça c'est important, car c'est pas une condition d'existence.
pour cette version de toi. Maintenant, prête attention à son identité, ses croyances, ses émotions, ses pensées, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait plus, où elle met son attention, quelles sont ses intentions. Et depuis cette version 2.0, demande-toi quelle option voit cette version que je ne voyais pas depuis mon point de perception. Et là, ce que je te conseille de faire, c'est donc d'imaginer cette version de toi. Enfin, quand tu te poses cette question, de t'imaginer cette version de toi comme si en fait tu voyais à partir de ses yeux. Et à partir de comment, voilà, de ses yeux, entre guillemets, tu vois à travers ses yeux, demande-toi quelle option tu vois depuis ce point de perception, qui est donc ton toi 2.0. Ok. Et maintenant, étape 6, c'est sceller dans la 3D. Donc, au final, le langage de la réalité physique, c'est l'action. Et ouais. Donc, ici, il s'agit de te demander quelle est la micro-action alignée avec cette nouvelle option, avec ces nouvelles options que tu as listées, d'accord, dans l'étape précédente, que ferait ton toi 2.0. Ok. Et ça peut être par exemple, je sais pas, si tu veux perdre du poids, aller sur le site de la gym, si tu veux changer de job, je sais pas, ouvrir ton CV, juste une micro-action, d'accord, mais alignée. Donc on va noter certaines choses. Hop, je vais noter les étapes. Ok, ok. Je pense que c'est assez clair, hein. Étape 2. Ok, vérifier. Il m'a fait un truc. Option possible et viable. Avec un S. Donc, liste. C'est comme si en fait tu peux faire 3 colonnes, du genre en mode comme ça, tu vois. Donc avec l'option viable, option inacceptable, impensable. Et honnêtement, si pour toi, voilà, tu te dis qu'il n'y a pas vraiment de différence entre inacceptable et impensable, liste juste option viable et inacceptable. C'est quoi? C'est même plus simple. C'est moins prise de tête au final. Simplifions comme ça. Boum. Voilà, tu as 2 colonnes, option viable et l'autre c'est option inacceptable slash impensable. Ok. Maintenant, étape 4. Il y a un fantôme derrière moi. Et quand la caméra me fait ça, je me dis,
Qu'est-ce qui se passe? Donc, relis. Donc, d'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Quand les gens disent ah ouais, mais je vais pas mettre mon attention sur les choses que je ne veux pas, sinon ça va se manifester, il y a une nuance qui est clé à comprendre. C'est que ce que tu fais de manière délibérée, donc de manière consciencieuse, mais sans l'intention que ça se manifeste, ça va pas se manifester. D'accord? Le problème, c'est lorsque tu manifestes, enfin, c'est quand tu fais les choses de manière non consciencieuse que ça peut être problématique. Voilà. Quand ton attention est mise de manière inconsciente sur les choses que tu ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, voilà, c'est là, parce qu'en fait, tu manifestes en grande partie de manière subconsciente. Voilà la chose. Là, en fait, on fait les choses de manière consciencieuse. T'imagines ces options, d'accord? Même si elles sont voilà, inacceptables, impensables. Pourquoi? Parce que le but, c'est de neutraliser. Parce qu'elles ont une charge. Elles ont une charge. Elles ont une charge. Et là, de manière inconsciente, la charge, elles sont là. Elles sont là. Donc le fait, justement, en fait, c'est comme ça, en fait, tu te libères du pôle négatif ici. D'accord? Donc, en neutralisant. Ok. Maintenant, étape 5. Ok. Ok. Je pense qu'on est good pour ça. Ok. Donc c'est vraiment là où en fait t'élargis, mais en même temps, c'est important de neutraliser avant, tu vois, le pôle, les deux pôles, le négatif et le positif. Parce que c'est là où vraiment là tu peux voilà, élargir le champ de perception via cette, comment dire, ce nouveau point de vue qui est ton toi 2.0. Donc étape 6. Ok. Ici c'est assez simple en fait. Regarde, là tu as listé, tu vois, les nouvelles options que tu ne voyais pas forcément avant. Et après, tu as juste à prendre l'option qui te paraît peut-être même la plus simple, la plus évidente, et commencer par une micro-action. D'accord? Voilà comment tu peux voir les choses.
Donc je pense qu'on est good, hein. On est good, je crois. Donc, voilà. Si tu veux retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que sur la souffrance, ce n'est pas l'absence d'options, c'est juste l'incapacité momentanée à les percevoir. Voilà. Donc tu n'es pas coincé parce que la vie est dure. Tu es coincé parce que ton identité s'est contractée autour d'un axe, donc d'un pôle. Et dès que tu vois l'axe, bah, tu retires, si tu veux, la charge. Donc tu commences à neutraliser la charge. Donc tu en as conscience. Et aussi, tu es conscient que tu souffres lorsque tu fais de ta condition d'existence que tu dois être dans l'autre pôle opposé. Et ouais, c'est ça le problème. Donc, la souffrance, tu la neutralises via l'acceptation. D'accord? Une fois que tu acceptes, c'est là que ton champ de perception peut s'ouvrir. D'accord? Donc, je pense que c'est tout. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao. Tu dis que ça devrait pas arriver. Tu cherches un sens pour respirer. Tu veux comprendre, tu veux fuir. Mais plus tu cours, plus ça te suit. On t'a dit c'est un test, c'est voulu. Ou pire ça existe pas, t'as rêvé. Mais ni l'un ni l'autre t'a tenu. Quand ton cœur était trop serré. C'est pas une faute, c'est pas un signe. C'est juste ton monde qui se replie. Quand tout devient trop étroit dedans et que tu vois plus aucune sortie. La douleur elle est là, c'est vrai. Mais la souffrance c'est quand tu crois qu'il n'y a plus rien d'autre qui peut exister à part ce point précis où t'es là. La souffrance c'est pas la douleur, c'est quand ton champ devient trop petit. Quand t'as l'impression qu'il n'y a plus d'ailleurs, plus d'options safe pour rester en vie. La souffrance c'est pas une erreur, c'est une conscience qui s'est contractée. Et le jour où t'arrêtes de lutter, le possible commence à circuler. En 3D, ouais, ça fait mal. Les pertes sont vraies, les chocs sont réels. Mais c'est en 4D que ça s'installe. Quand l'histoire devient personnelle. Ça veut dire quoi sur moi? Pourquoi maintenant? Et sans t'en rendre compte, tu crois que t'es devenu ce qui t'arrive dedans. Mais t'es pas la blessure ni le récit. T'es l'espace où tout ça apparaît. Et c'est pas l'événement qui t'enferme, c'est l'absence d'options ressenties. Quand ton système croit à l'intérieur qu'aucun choix n'est encore en vie. La souffrance c'est pas la douleur, quand ton champ devient trop petit. Quand t'as l'impression qu'il n'y a plus d'ailleurs, plus d'options safe pour rester en vie. La souffrance c'est pas une punition, ni une illusion à effacer. C'est un appel à l'expansion. Sans te défendre, quand tu laisses l'émotion passer, le danger cesse d'être percé et le monde s'élargit tout entier. La souffrance fond quand tu l'acceptes, pas quand tu la combats de front. C'est pas l'émotion qui t'emprisonne, c'est le refus de la sensation. Et le jour où tu la laisses, sans t'y réduire, sans t'y coller, la conscience reprend son espace.